midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Rafik Smati. Bonjour Rafik, je vous disais que je vous citais pratiquement tous les jours vos tweets, en particulier sur l'intelligence artificielle et hier une reprise de vos propos sur LCI, sur l'économie, et on va pouvoir en reparler. Chef d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et je rappelle votre dernier livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, qui paraît chez Erol. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, bonjour. Bonjour. Et vous êtes soutien de David Lisnard, on peut le préciser. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon, et Charles Aloncle, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR, c'est le parti, et peut-être le pari d'Éric Ciotti. Sentiment de submersion migratoire, Bayrou choc à gauche, le PS somme le Premier ministre de retirer ses propos pour reprendre les négociations sur le budget. Le PDG Debra, on va en reparler, contraint de démissionner pour avoir liké des posts LinkedIn de comptes comme celui de Sarah Knafo ou de l'heure des pros. Et Bernard Arnault dénonce une taxe du Made in France qui pousse à la délocalisation. Bernard Arnault qui ne parle pas souvent, qui s'exprime assez rarement publiquement, et ça a d'autant plus de poids, et ce sera intéressant que vous puissiez réagir, Rafik Smati, sur ce sujet. Alors Jérôme, on va commencer avec vous. Coup de cœur, coup de gueule, tour de table de l'actualité. Oui. Sur ce qu'a dit Ronnie Broman, qui est passé un peu inaperçu. C'est un peu un pléonasme. Hein. Oui. Pardon. Oui. Effectivement, lors d'un colloque dimanche à Paris, qui était un colloque effectivement sur la mémoire plutôt de la mémoire de la Shoah, la mémoire des persécutions, etc., plus largement que la Shoah. Et donc c'était organisé par deux associations qui soutiennent effectivement Ronnie Broman dans son combat, qu'on connaît, parce que c'est un homme d'extrême gauche. Il a fondé Médecins du Monde, Médecins sans frontières, je sais plus. Médecins sans frontières, puisque après il y a une scission. Bernard Kouchner est parti. Il a créé Médecins du Monde et Broman est resté à Médecins sans frontières. Bon, ce colloque était organisé par deux associations plutôt d'extrême gauche, mais soutenues créées par des juifs français. Et il y a eu des propos assez étonnants. Alors on va les écouter, on a le son. Très bien. Moi, mon sentiment, c'est que la mémoire d'Auschwitz apparaît comme une espèce de crachat à la figure des Palestiniens. Ça n'est pas que je m'en réjouis, je trouve pas que c'est une bonne chose, mais c'est tout de même relativement mérité. L'invocation constante d'Auschwitz comme une sorte de garantie d'impunité suite à toutes les exactions commises au nom précisément des victimes d'Auschwitz. Voilà où on en est. Gaza va supplanter Auschwitz dans disons dans ce qui relève de la métaphore de la cruauté absolue. Voilà, donc c'est assez saisissant d'entendre ça. Crachat à la figure, les mots sont terrifiants. Broman, alors n'en est pas à son premier coup d'essai de ce point de vue-là, puisqu'il avait déjà dit que la kippa était effectivement un symbole politique de soutien à la politique d'Israël. Quand on sait que la kippa, c'est plutôt un symbole religieux de la religion juive et non pas du tout un symbole politique de soutien à Israël. Il est dans cette filiation-là, mais là, je trouve qu'il a dépassé vraiment les bornes. On ne compare pas ce qui s'est passé à Gaza à la Shoah. Venant de quelqu'un qui est né en plus à Jérusalem, qui est juif, dont les parents étaient juifs, les grands-parents étaient juifs, enfin, il y a une filiation très forte. Je ne comprends pas qu'on en arrive là. C'est dire l'état de décervélation de la société française sur ce sujet-là. Quand on en arrive là, c'est quand même stupéfiant. Il dit en gros, au fond, Gaza, ce qui s'est passé à Gaza depuis un an est en train de remplacer Auschwitz et la Shoah, au moment où on célèbre le 80e anniversaire d'Auschwitz. La libération d'Auschwitz, voilà. Donc il y a eu des propos, celui-là est le plus significatif. Il y a eu d'autres propos lors de ce colloque qui sont passés aussi inaperçus, mais qui étaient pour le moins également condamnables. D'autres chercheurs qui sont venus s'exprimer devant ce parterre de gens d'extrême gauche. Et ça vient toujours du même camp politique. Voilà, aussi, moi, j'avoue que les bras m'en tombent sur cette espèce de liberté que l'on fait face à la mémoire. Au moment même, le lundi suivant, le lendemain, on fête le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz et on tient des propos la veille de ce point de vue-là. Les mots, crachat à la figure. Non, mais c'est la hallucinant. Shoah est un crachat à la figure. Et je vous passe les propos qui ont été tenus lors de ce colloque, qui sont non moins innommables. Voilà, donc c'est une espèce
espèce de dérive. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais il serait temps qu'on dise stop à ce genre de dérives qui sont absolument inacceptables. Mais oui, voilà, c'est intéressant de faire ce tour de table parce qu'on découvre des choses qui, je ne sais pas si vous voulez réagir. Peut-être une réaction. Moi, j'ai été particulièrement choqué. Alors déjà par l'attitude de l'extrême gauche, mais ça c'est quotidien maintenant à l'Assemblée. Rima Hassan qui défilait en Palestine avec en Jordanie pardon, avec des organisations terroristes. Thomas Porte qui avait mis une cible sur le dos d'athlètes israéliens avant les Jeux Olympiques, expliquant qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Madame Chikirou aussi, qui avait rendu hommage au chef militaire du Hamas qui était décédé. Donc en fait, tout ça devient complètement banalisé dans l'espace politique et c'est affligeant. Dernier point là-dessus, moi, un élément qui m'a choqué, un chiffre que j'ai vu, 46% des jeunes en France n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste. Ouais. On l'a évoqué. Je trouve que le chiffre fait froid dans le dos. Donc quand vous avez des programmes d'éducation nationale qui sont aux abonnés absents, plus une classe politique qui verse dans l'antisémitisme, ça prépare des lendemains terrifiants. Il a été dit au cours de ce colloque par un chercheur dont le nom m'échappe parce qu'il n'est pas très célèbre, et heureusement, que au fond, le 7 octobre, il y avait eu plus de morts palestiniens que de morts juifs. Et il les a comptés. Il a dit il y a eu 1500. Vous vous rendez compte de l'ignominie? Il y a eu 1500 morts palestiniens, côté palestinien. Palestiniens, il n'a pas dit terroristes, il a dit palestiniens. À juste titre. Contre 1200 ou 1300 membres israéliens. Voilà, donc tout ça est absolument innommable. On va marquer une pause et nous continuons nos débats. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et je rappelle votre dernier livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. On pourra dire quelques mots de cette intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Thierry Breton ce matin qui dit qu'on n'est pas du tout en retard, qu'il n'y a pas de problème. Mais on va en reparler avec vous. C'est paru chez Erol. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local et soutien de David Lisnard. Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, et Charles Laloncle, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. On va revenir sur les propos de François Bayrou sur ce mot de submersion migratoire qui fait évidemment beaucoup réagir. Bernard Arnault qui dénonce une taxe du Made in France qui pousse à la délocalisation. Et puis le PDG d'Ebra, du groupe de presse Ebra, contraint de démissionner après avoir liké, aimé des posts LinkedIn sur des comptes comme celui de Sarah Knafo. Bref, beaucoup de sujets. Je vous disais hors antenne que j'étais tombée sur une vidéo de Caroline Kennedy, donc la fille du président, de l'ancien président JFK, qui sort du silence. C'est une femme qui s'exprime assez peu et elle s'exprime à propos de son cousin Robert Fitzgerald Kennedy Jr. C'est un message absolument glaçant. Si vous parlez anglais, je pense que ça va être traduit. Et elle dit: c'est un prédateur, ça ne me surprend pas. Quand il était jeune, il gardait des oiseaux de proie en cage et il broyait dans un mixeur des bébés, des poussins et des souris pour nourrir ses faucons. Et elle raconte un certain nombre de choses sur le personnage qu'est Robert Kennedy. Elle lui en veut beaucoup sur ses propos à propos de la vaccination. Et elle lui reproche aussi d'instrumentaliser la mort de son père à elle, John Fitzgerald Kennedy, et de son père à lui, Robert Kennedy. Il y a un assez long texte qu'elle dit et qui peut être lu. Et voilà, j'ai une amie canadienne qui me disait, et ce sont les femmes qui prennent la parole pour s'opposer à cela. Vous ne l'avez pas vu, les uns et les autres? Non, ça vous fait réagir? Non, mais... À mon avis, l'idylle entre Trump et Kennedy va pas durer très longtemps. Je peux me tromper. Voilà, mais parce que c'est un personnage complètement, deux personnages assez étonnants pour nous, en tout cas français. Bon, voilà. Difficile de juger depuis la France. Mais c'est pour ça, moi, je suis très modéré là-dessus. Mais Kennedy, il a quand même été complotiste. Il a nié Robert, junior. Oui, celui qui a été nommé par Trump à la santé. Il a nié pendant 2 ans l'influence du Covid, ses répercussions sur la santé des Américains. Il fallait rien faire, pas de vaccination, etc. Voilà, on a eu ça un peu en France, ça n'a pas pris, mais aux États-Unis, ça a beaucoup pris. Trump lui-même avait le même discours. Pardon ? Trump lui-même avait le même discours. le même discours. Jusqu'à temps qu'il l'attrape.
En fait, c'est une lettre ouverte qu'elle adresse au Sénat pour les exhorter à ne pas accepter qu'il soit nommé comme secrétaire d'État à la santé. Elle dit il a attiré ses jeunes frères et cousins sur le chemin de la toxicomanie. Elle va vraiment très très loin dans sa démonstration de ce qui s'apparente à être un monstre. Il est accro à l'attention et au pouvoir. Bobby exploite le désespoir des parents d'enfants malades tout en faisant vacciner ses propres enfants. Il décourage hypocritement les autres parents de faire vacciner les leurs. Cela a coûté des vies. Je ne peux pas rester silencieuse. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de pire quand on dénonce la vaccination et qu'on se fait vacciner soi-même. C'est peut-être... voilà. On continue notre tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Yves Damécourt, c'est un coup de cœur. Oui, un petit coup de cœur. Parce que hier soir, le Sénat a adopté une loi dite de simplification du métier d'agriculteur. Alors c'est un petit pas, hein, c'est pas vraiment ce que le monde agricole attend, mais en tout cas c'est un petit pas et il y a eu un débat. Et donc on va sauver quand même les exploitants qui font de la noisette dans le Lot-et-Garonne, qui pourront de nouveau traiter leurs noisettes. Ils ont perdu les 3/4 de leur récolte l'année dernière parce qu'ils étaient dans une impasse technologique. On va sauver les producteurs de cerises aussi qui ne pouvaient pas traiter contre la mouche Suzuki. Autant de produits qui sont autorisés dans la plus grande partie de l'Europe et qui sont interdits en France. On fait un petit pas vers les nouvelles technologies en autorisant le traitement, la pulvérisation de médicaments sur les vignes lorsqu'elles sont en coteaux de plus de 30% grâce aux drones. Enfin, c'est quand même formidable. En France, c'est quand même le Parlement qui débat de la façon dont on va pulvériser sur les vignes qui ont une pente supérieure à 30%. Alors que la pulvérisation par drone, évidemment, c'est le progrès, puisque ça évite de tasser les sols, ça évite d'utiliser des gros tracteurs, ça évite d'utiliser des énergies fossiles. Enfin, tout ça, on va peut-être aussi aider les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique à traiter avec des drones au lieu de traiter avec des engins au sol, sachant qu'on sait que la cercosporiose noire du bananier, elle se pose sur les feuilles et que le traitement le plus efficace, c'est celui qu'on fait par les airs. Mais on a interdit l'avion il y a quelques années parce que on répandait de l'eau et de l'huile sur des voisins, des bananeraies. Enfin bref, on fait un petit pas en avant, mais ce petit pas doit être salué. Et donc les sénateurs Duplon et Ménouville qui ont fait passer ce texte sont à saluer. Ce sont des héros aujourd'hui de faire passer des textes comme ça dans un pays qui voue aux gémonies l'agriculture et les agriculteurs. Mais on est dans le même monde que le patron de Michelin ou que le patron qui ont fait des déclarations au Parlement cette semaine et qui expliquent comment c'est quand même très compliqué de jouer au foot quand on a une équipe de 11 joueurs et qu'on joue au pied et qu'en face on a des équipes de 15 joueurs qui peuvent jouer avec les mains. Et donc voilà un peu dans quelle situation on est. On est en train de s'appauvrir, on est en train de diminuer notre capacité à produire du PIB, notre agriculture est en train de décliner, notre industrie a quasiment disparu, on est au même stade que Chypre quasiment en Europe. Et donc on a besoin de libération. Il se trouve que dans les années 80, il y avait 1 200 000 exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y en a 400 000. Ce qui est surprenant, c'est que dans le même temps, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture sont passés de 18 000 à 36 000. Si on ajoute à ça les 16 000 agents de la Mutualité sociale agricole, les 1 000 agents des SAFER, les 8 600 agents des chambres d'agriculture, et le temps aussi qu'il ne faut pas oublier. L'OFB qu'il ne faut pas oublier. Oui, l'Office français de la biodiversité qui vient arme au poing chez vous. Ça m'est arrivé 2 fois pour venir contrôler que vous soignez bien vos effluents de chais. Et puis les effectifs les plus grands, ce sont les 9 heures par semaine que consacrent les agriculteurs à des tâches administratives, ce qui, multiplié par 400 000 exploitations et au rapport de 35 heures, font 150 000 équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration représente quasiment un équivalent temps plein par exploitation agricole. Ouais, ça rejoint votre coup de gueule, ça rejoint ce qu'on va pouvoir dire de ce que Bernard Arnault a dit et qui concerne d'une manière générale effectivement le cauchemar administratif. Charles Loncle. Oui, c'est ça. Moi, mon coup de cœur, c'est donc effectivement l'audition du patron de Michelin. Alors, elle est ressortie au Sénat, mais nous, on a eu la chance en commission affaires économiques de l'Assemblée nationale de l'auditionner il y a de ça 3 mois. Et en fait, il raconte avec beaucoup de clairvoyance les 4 fléaux qui frappent notre compétitivité. Et c'est important, je pense que les Français les aient bien tous en tête. Le premier déjà, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, en France, il est 2 fois plus élevé qu'en Amérique du Nord ou qu'en Asie. Le deuxième pays du nucléaire qui a été sabordé par François Hollande et Emmanuel Macron. Le deuxième fléau, ce sont les impôts de production. Vous savez, ces impôts qu'on paye avant même de faire des bénéfices.
En France, il est de plus de 4% du PIB, là où la moyenne des pays européens, c'est 2%, et l'Allemagne est même à 1% du PIB. Le troisième, qui est probablement le plus marquant, c'est le coût du travail, où pour une rémunération de base 100, en Allemagne, l'entreprise va payer en super brut 120 € et l'employé va avoir en net 80. Au Canada, l'entreprise va payer 115 €, l'employé va avoir 85 € dans la poche. Et tenez-vous bien, en France, l'entreprise va payer 142 € et l'employé aura dans la poche que 77 €. Et donc c'est affligeant. Et le dernier, c'est, vous en parliez pour les agriculteurs, l'excès normatif qui est terrifiant. La France est le pays des 400 000 normes. Et un rapport expliquait que ça représentait à peu près 100 milliards d'euros de coûts chaque année, soit 4% de notre PIB. Donc il est temps de donner la parole aux chefs d'entreprise, aux agriculteurs, à tous ceux qui subissent ces entraves à la compétitivité pour enfin sortir de ces 4 fléaux. Oui, alors Rafik Smati, vous êtes chef d'entreprise, ça vous parle, j'imagine, peut-être ce qui vient d'être dit? C'est évidemment notre quotidien, c'est-à-dire que ce que vit en réalité le patron de Michelin ou le boulanger ou le patron d'une exploitation agricole, c'est exactement la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et j'ai envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que ce que le président de Michelin a dit, alors il a remarquablement bien dit de manière très pédagogique il y a quelques jours, nous on le vit de manière éclatante depuis maintenant des décennies avec un vrai déficit de compétitivité par rapport à nos voisins. Quand vous voyez que, parce que souvent les uns et les autres ont tendance à mettre ça sur le dos de l'Europe, l'Union européenne serait la cause de tous nos maux. Pardon, mais l'Italie est redevenue la 4e puissance exportatrice du monde. Et l'Italie qui est un pays qui a des considérations qui sont en réalité comparables aux nôtres. Ce qui veut dire que lorsque l'on veut, nous avons des marges de manœuvre au sein de chaque État pour faire bouger les lignes. Il faut arrêter de chercher des boucs émissaires ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on fasse le job. Il faut qu'on balaye devant notre porte chez nous en France. Oui, mais qui va prendre la décision? Où est la volonté politique? Ça, c'est un discours qu'on entend depuis des années. Quand j'étais délégué général du MEDEF en Ile-de-France, évidemment, on tenait exactement ce discours, et sans a priori politique, bien évidemment. Sur l'affaire de l'énergie, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur le nucléaire, que Hollande et Macron auraient détruit. Bon, c'est en partie vrai, en partie faux. La grosse erreur, ça a été le fait de ne pas exploiter nos gages de schiste. Bon, alors pour des raisons écologiques que je veux bien entendre et environnementales, on a les plus grosses réserves de gaz de schiste en Europe. On représente à peu près entre 40 et 50% des réserves de gaz de schiste en Europe. Les Américains n'ont pas eu ces considérations normatives et interdictions et ces interdictions. Et aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis deviennent le premier producteur de gaz et de pétrole du monde et exportent de nouveau. Bon, donc il y a aussi des responsabilités à chercher dans tous les gouvernements. Et ceux qui ont commencé à remettre en cause l'exploitation des gaz de schiste en France, c'est le gouvernement, je suis désolé de le dire, c'est le gouvernement que j'ai soutenu, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voilà. Oui. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, bon, l'affaire des normes, on connaît ça par cœur depuis des années. L'affaire des prélèvements, idem. Moi, je note simplement, je ne vais pas m'inscrire en défense totale du bilan d'Emmanuel Macron, mais enfin, celui qui a commencé à baisser les impôts de production, c'est Emmanuel Macron. Mais ils ont interrompu, ils ont gelé la fin de la CVAE. Oui, d'accord. Ce qui est vraiment dommageable. Mais aujourd'hui, on est en train ce gouvernement est en train non seulement de stopper ce qui était prévu en termes de baisse des impôts de production, mais de les réaugmenter. Voilà, pour la première fois depuis 7 ans. Bon. Donc, c'est quelque chose qui va dans très mauvais sens. Et puis, bon, on peut en parler pendant des heures, mais voilà. Donc, le mal français, il est là depuis des années, et je ne vois pas qui, dans les bilans que je viens de citer, Sarkozy, Hollande, même Macron, je ne vois pas qui a progressé de ce point de vue-là. Allez-y, Rafik. Dans les exécutifs locaux, il y a quelques personnes qui se distinguent, je pense notamment à Christelle Morancet. 7% de baisse de ses dépenses de fonctionnement, extrêmement courageux de sa part. Elle se fait lyncher dans sa région, elle risque sa prochaine élection, mais elle fait le job. Pécresse vient de geler 700 millions de dépenses en Ile-de-France sur un budget de 5 milliards et demi. C'est considérable ce qu'elle a fait. On n'en parle pas, mais c'est considérable. Mais ce que dit le PDG de Michelin, effectivement, j'ai pas écouté son audition en entier, j'en ai entendu des extraits, c'est le bon sens d'un grand patron qui est confronté à toute cette bureaucratie, le coût de l'énergie, enfin tout ce à quoi sont confrontés aujourd'hui les chefs d'entreprise. Ce qu'a dit Bernard Arnault ce matin va exactement dans le même sens. On va en parler dans un instant avec Rafik Smati, à tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous pour commenter l'actualité qui est évidemment celle qui rejoint les déclarations de Bernard Arnault hier. Écoutez ce qu'il disait, c'est votre coup de projecteur, coup de cœur, je ne sais pas si on peut dire coup de cœur, Rafik Maty, mais en tout cas, coup de rate. Coup de rate, voilà. Allez, on écoute Bernard Arnault hier. Aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États. Et le président américain encourage ça. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Voilà, il avait dit juste avant, je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Quand on revient en France, c'est un peu la douche froide, en sachant qu'il produit, lui aussi aux États-Unis, il y a une usine au Texas, et que cette surtaxe d'impôt sur les sociétés, évidemment, va peser sur les entreprises comme celle de Bernard Arnault. Rafik Maty, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne suis pas certain que nos dirigeants politiques actuels mesure ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement inquiétant. Ouais. Bernard Arnault disait le sentiment qu'il a en revenant des États-Unis. J'y vais moi-même régulièrement et je suis assez proche de tous les milieux de la tech. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je reviens en France, je me prends une baffe, je me prends une claque. Je me dis mais comment c'est possible ? Voyez-vous, j'ai le sentiment là d'être un petit peu en Allemagne de l'Est, à Berlin-Est, derrière le mur de Berlin, avec cette séparation et me dire tiens, regarde ce qui se passe de l'autre côté du mur. Il faut absolument que je puisse abattre ce mur parce qu'il se passe des choses là-bas. Voilà le sentiment que j'ai. Voilà le sentiment manifestement que partage Bernard Arnault. J'ai eu pas mal de prises de position ces dernières semaines et je reçois, Valérie Expert, des centaines, pour ne pas dire des milliers de messages d'entrepreneurs, souvent des patrons de PME d'ailleurs, dans le domaine de la tech, mais pas que, qui me disent mais oui, en fait, on va peut-être quitter la France. Et alors là où je suis extrêmement pessimiste, c'est que je peine à trouver des arguments, et vous savez à quel point j'aime la France, à quel point je suis patriote. Je peine à trouver des arguments rationnels pour leur expliquer qu'il est bon de rester ici et de faire du business ici. La réalité est qu'aujourd'hui, quel que soit votre business, vous avez cet État Léviathan qui vient vous mettre des ballons, des bâtons dans les roues et qui va chercher à vous administrer, chercher à vous rendre dépendant. Vous savez, la France, c'est le pays où on vous casse une jambe, mais ensuite on se vante de vous mettre un pansement. Gratuit, le pansement. Gratuit, sachant que c'est vous qui le payez. Voilà le schéma dans lequel on est aujourd'hui. Il y a évidemment la question des impôts. Oui. Quand Bernard Arnault dit que l'impôt sur les sociétés aux États-Unis va basculer à 15%, alors que nous, le débat de notre Assemblée nationale, c'est de savoir comment on va augmenter l'impôt sur les sociétés, mais on se dit, mais comment c'est possible ? Il y a la question des normes, qui est évidemment assez dramatique. Moi, il y a quelque chose qui est dans l'actualité brûlante en ce moment. Vous avez la semaine prochaine l'IA Act qui va rentrer en application par l'Union européenne. L'IA Act, c'est un document, un pavé de 700 pages, un pavé imbuvable. J'ai essayé de le lire, j'ai pas réussi. De 700 pages, qui cherche à mettre de l'éthique et de la régulation dans l'intelligence artificielle. Vous voyez, les États-Unis sont en train de changer le monde, la Chine est en train de changer le monde, mais nous, comme on est plus intelligents que les autres, on va essayer de mettre de l'éthique, on va essayer de mettre de la gouvernance, on va essayer de mettre de la démocratie. Et alors comme, évidemment, les technocrates européens ne sont pas complètement débiles, ils se disent bon, il y a un truc qui est en train de se passer, on va déréguler. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais le pari que je vous prends, c'est qu'ils ne suspendront pas l'IA Act. Donc voilà le schéma dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une société en France, un entrepreneur en France, un jeune en France, quel qu'il soit, quel que soit son secteur d'activité, veut partir. Moi je tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas avec un ministre de l'économie tel qu'on l'a entendu ces derniers jours, qui se vante de dire que la France n'est pas un pays de liberté, mais un pays d'État. C'est-à-dire qu'il assume le fait que la France est un monstre technocratique dans lequel il faut... Enfin, non, mais pardon, mais... Et il dit que c'est de la faute des entrepreneurs, en gros. Et le pire derrière, c'est qu'il demande aux entreprises à renoncer à la rentabilité. Il va jusqu'à dire, le problème de la France, c'est qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs. Alors, pardon, mais ce monsieur qui a été patron de la Caisse des dépôts, donc a priori en lien avec les entreprises, a priori bien informé,
ne sait sans doute pas que la France, d'ailleurs nous avons battu l'année dernière le record de création d'entreprises. La France est un pays extrêmement entrepreneurial. Nous avons des innovateurs, nous avons des créateurs, et partout, que ce soit dans le centre-ville de Paris ou dans des quartiers difficiles à Marseille, vous avez des jeunes qui veulent créer leur boîte et qui veulent changer le monde. Et nous avons un ministre de l'économie qui arrive, qui dit oui, mais le problème de la France, sous-entendu, c'est pas moi l'État, c'est vous les entrepreneurs, et vous n'êtes pas suffisamment actifs. Alors non, à un moment donné, il faut signer la fin de la récréation, et rien dans ce que je vois aujourd'hui dans le débat politique au niveau du gouvernement me laisse penser qu'il y a une porte de sortie positive. Alors est-ce que cette prise de parole de Bernard Arnault, qui est quelqu'un d'important, qui est un des plus grands patrons français, et du monde, absolument, peut faire bouger les choses. Et il dit, on a proposé d'autres solutions que cette surtaxe, mais évidemment, la bureaucratie, il ne s'est pas étendu, et il a dit, nous sommes fortement sollicités par les autorités américaines à continuer nos implantations d'ateliers, et dans l'environnement actuel, c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement. Donc, est-ce que c'est une forme de menace très claire d'un grand patron, d'un des fleurons de l'industrie française, et il a raison. Après 7 ans d'implantation, quand même, j'exclus la dernière année parce qu'elle était un peu particulière et chahutée sur le plan politique, mais il y a quand même eu 6 ans où le rapport entre les implantations et les départs étaient favorables aux implantations en France. Il faut le reconnaître, ce sont des chiffres. Bon, parce qu'on avait baissé l'impôt sur les sociétés, parce qu'on avait baissé les impôts sur la production, les impôts de production. Pas assez, mais... Pas assez, ok, mais on l'avait quand même amorcé. Bon, tout ça a fait qu'on avait quand même 300 à 400 implantations industrielles en France venant de l'étranger. Bon, c'était un premier départ. C'était la courbe qui était inversée. Et on est en train de revenir dessus. Moi, je suis stupéfait et affolé par le budget qu'on va nous présenter. On nous dit qu'on va réduire les dépenses. C'est pas vrai. Les dépenses publiques ne vont pas être réduites. Ce qu'on appelle le tendanciel de la dépense publique, c'est-à-dire ce qu'on aurait dû dépenser s'il n'y avait pas eu d'économie, il est à 70 milliards. On nous dit qu'il y a 30 milliards d'économies. En réalité, le solde, il est encore positif sur l'augmentation de la dépense publique. On est à 40 milliards. On va faire 40 milliards de plus, c'est 2% de dépenses publiques. Non, il y a un moment où il faut arrêter, il faut dire la vérité. Et là, on ne dit pas la vérité. Moi, je soutiens ce gouvernement, Horizon est dans la majorité, mais ça ne m'empêche pas de voir que l'évolution est mauvaise. Oui, l'évolution est mauvaise. Et l'inversion est mauvaise. Et tout de suite, ça se sent. Et Rafik a raison de le dire. Concrètement, cette prise de parole de Bernard Arnault, elle est importante. Mais il faut que ça fasse bouger les lignes. Enfin, le patron de Michelin, le patron de LVMH, le patron du deuxième constructeur de France aussi, qui a été auditionné par l'Assemblée nationale, et qui explique qu'on se plaint de ne pas construire assez en France et on n'arrête pas de pondre des textes pour interdire aux gens d'emprunter, pour interdire aux gens d'habiter, pour interdire aux gens de se déplacer. Et après, on s'étonne que le bâtiment se casse la gueule en France. Et comme le bâtiment se casse la gueule en France et que donc la taxe sur le bâtiment qui s'appelle les droits de mutation à titre onéreux est en train de se casser la gueule et que c'est un financement des départements et des communes, alors on envisage dans le budget d'augmenter la taxe sur les transactions parce que la transaction se casse la gueule. Mais on prend tout à l'envers en fait. C'est-à-dire qu'il faut relancer le bâtiment en supprimant tous ces textes à la con, les critères du Haut Conseil à la sécurité financière qui interdit aux propriétaires bailleurs d'emprunter parce qu'on les confond avec des particuliers, les DPE qui infligent à l'électricité un malus de 230%. Et qui favorise le gaz, enfin, et le fioul. C'est-à-dire que quand vous avez un petit appartement à Paris qui est chauffé au charbon, vous avez un DPE en C, et s'il est chauffé à l'électricité qui est décarboné à 95% en France, il est en G, et donc vous avez interdiction de le louer. Donc vous interdissez de louer, vous interdisez de construire. Vous avez les zones, les aides, les zones dans les PLU, là, on interdit aux communes, on leur supprime des terrains constructibles. Donc on supprime des terrains constructibles. On supprime les terrains constructibles. On interdit de louer, on interdit de construire, on interdit d'emprunter, et après on s'étonne. Mais on oblige les communes à construire du social, enfin à avoir des logements sociaux. Ils n'ont pas les outils pour le faire. Et donc il y a un moment où il va falloir faire ce qu'on sait tous, c'est-à-dire qu'il faut basculer des charges sociales, des salaires vers la valeur ajoutée pour imposer les produits qu'on importe, pour redonner des chances aux produits qu'on exporte. Enfin, on a un déficit commercial avec l'Europe de 90 milliards. Ouais. On a les mêmes règles, normalement, en Europe. Alors que l'Europe est excédentaire. L'Europe est excédentaire et nous, on a un déficit au sein de l'Europe de 90 milliards. Et on débat éternellement sur le Mercosur, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Commençons par régler les problèmes au sein de l'Europe. On marque une pause et puis on va continuer sur ce sujet, Charles Long, que vous pourrez réagir également.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous tentons de nous mettre d'accord. Vous êtes à peu près tous d'accord. Charles Aloncle, un mot encore. Puis je voudrais qu'on parle quand même du patron du groupe Ebra qui était obligé de démissionner. Non, un mot assez bref. Moi, je suis issu, j'ai été entrepreneur pendant 7 ans. J'ai monté une banque en ligne. Donc, le milieu de la tech, je continue à pas mal le côtoyer. Et il y a une phrase qui m'amuse plutôt, enfin, même si elle est très triste, qui explique qu'aux États-Unis, ils ont les GAFAM, en Chine, ils ont les BATX. Nous, en France et en Europe, on a le RGPD. On ne sait pas faire autre chose que réglementer et sortir des champions internationaux de la tech. On ne le sait pas. Et sur un sujet aussi fondamental que l'IA, qui est en train de révolutionner totalement le secteur privé et une partie aussi de nos politiques publiques comme vrai levier d'efficacité, on nomme une sous-secrétaire d'État, inconnue du grand public, Claire Chapaz, dont la priorité dans les premières prises de parole médiatiques, c'est la lutte contre les fausses opinions sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve qu'on marche totalement sur la tête. On a un ministre de l'économie, Lombard, dont vous aviez parlé. Pareil, les premières expressions publiques, c'est d'expliquer qu'il faut que les entreprises renoncent d'une certaine façon à leur rentabilité pour poursuivre le sacro-saint objectif de transition écologique. Donc, comme si les deux n'étaient pas conciliables et comme si les entreprises n'étaient pas aujourd'hui complètement atterrées sous les normes, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer là avec les taxes, avec cette déclaration encore une fois de Bernard Arnault qui dit 40% d'augmentation de taxes, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous savez, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une pression sociale qui est exercée par la gauche de l'hémicycle, qui parle plus fort que les autres, qui fait que aujourd'hui, certains d'entre eux, je prends le pari avec vous, vont dire mais qu'il se casse, il n'est pas patriote, il ne pense qu'à sa pomme, etc. C'est ça qui va faire. Et donc, ça va mettre une pression sur le ministre de l'économie qui cherche à plaire à tout le monde, puisque l'objectif de ce gouvernement, manifestement, c'est pas de servir le bien de la France à long terme, c'est de ne pas être renversé. Donc, on va chercher à plaire à tout le monde. Vous savez, dans les chefs d'entreprise qui ont pris la parole récemment et qui parole que l'on doit relayer, il y a Ben Smith. Ben Smith, qui est le patron de Air France, qui a lui aussi jeté un pavé dans la mare il y a quelques jours dans Le Parisien. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance en France d'avoir quelques secteurs qui marchent bien. Alors on le voit avec le luxe, avec le numéro 1 mondial du luxe, qui commence à se poser la question de savoir s'il faut quitter la France. Eh bien vous avez Air France qui est une compagnie et on sait que le monde des compagnies aériennes est un monde qui est extrêmement concurrentiel. Eh bien, on a un fleuron qui réussit aujourd'hui à renouer avec les résultats. Nous avons un secteur, l'aéronautique, qui est notre première puissance d'exportation. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est notre grande spécialité. Dès que quelque chose marche, eh bien, on va essayer de l'essorer pour essayer de... Et donc, aujourd'hui, on est en croisade contre le transport aérien et on va fragiliser Air France. Et qu'est-ce qu'il faut se passer ? Parce que ces gens-là n'ont aucune idée de la réalité des choses. Ils raisonnent sur des tableaux Excel par abstraction pure. La réalité, c'est que les personnes qui vont faire des vols transatlantiques, non, pas forcément transatlantiques, mais qui vont aller d'un continent à un autre et qui doivent passer par un hub, en l'occurrence Paris, qui est l'un des gros hubs, bah ces gens-là vont passer par Amsterdam ou ils vont passer par Londres. Et on va perdre un nombre de flux de passagers absolument rocambolesque. Et Air France va subir de très graves pertes. Sauf que quand Air France ira mal, ceux qui ont pris ces décisions-là ne seront plus là. Et ça me fait penser à cette formule de je crois que c'est Renan, mais j'en suis pas sûr, qui disait le triomphe des démagogues est passager, mais ses ruines sont éternelles. Voilà dans quoi on est aujourd'hui. C'est un peu ça. Oui, mais le problème, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que d'ailleurs, c'est assez partagé sur tous les bancs, peut-être pas chez vous, mais enfin, en tout cas sur les bancs également du Modem, d'Ensemble, d'Horizon. Vous parlez de la gauche, de l'extrême gauche, ok, qui serait effectivement très dépensière. Quand je vois le projet de budget actuel, je me dis que le problème de la dépense publique n'est même pas abordé. Non. Même des Républicains aujourd'hui. Une seconde. Ouais. Oui, je mets LR aussi dans le bloc central. Mais la dépense publique, c'est un sujet d'élection présidentielle. Oui, non, mais il y a une espèce... Surtout en l'absence de majorité. Ce qui me frappe, c'est de voir comment dirais-je ? Ce qui me frappe, c'est de voir sur la capacité à pouvoir réformer. Alors je sais qu'on est dans des conditions très, très difficiles depuis le mois de juillet, parlementaires, mais les esprits, ne serait-ce que les esprits. Quand on vous dit il faut réduire le déficit, on vous dit on va augmenter les impôts. Ouais. C'est le réflexe sur tous les bancs. Ça me paraît hallucinant. Ce sont les entreprises qui sont celles vers lesquelles on se tourne en premier. Mais là où j'ai un espoir, Valérie, parce que ce serait quand même bien de terminer par une note positive, là où j'ai un espoir, c'est que toute cette prise de conscience, vous savez, tous ces grands patrons qui ne parlaient pas, qui étaient pris dans un devoir de réserve, tout ça, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde également, regardez le redressement de l'Argentine, regardez l'Italie qui est devenue la 4e puissance
puissance exportatrice mondiale. Ça montre qu'aujourd'hui, en insufflant de la liberté dans l'économie, en attaquant les choses dans le dur, c'est-à-dire à condition d'avoir du courage politique, on peut faire bouger les lignes. La France demeure un pays extraordinaire, ça demeure un pays avec une géographie bénie des dieux, avec une culture extraordinaire, une gastronomie extraordinaire, avec des entrepreneurs qui innovent, avec une capacité à innover et à penser à l'avenir. Si on est capable d'enlever ces quelques freins en réalité qui sont quand même assez rédhibitoires, lourds, hein. Mais on les connaît, on les a identifiés. Si on est capable de les faire sauter, c'est pas si facile que ça quand même. Hein. Évidemment que c'est pas facile. J'aimerais que les organisations patronales et toutes les instances de représentation des entreprises prennent leurs responsabilités. Elles ont été les premières à appeler à voter pour Macron ou à appeler à faire barrage dans l'entre-deux tours face au Rassemblement national, mais elles ont aussi été les premières à nous appeler pour censurer le budget de Michel Barnier parce qu'il supprimait des allègements de charges sur les entreprises. Donc moi, à chaque fois, j'en ai marre de cette schizophrénie insupportable. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants et même les grandes entreprises ont envie d'un vrai choc de simplification qu'on propose à l'UDR avec Éric Ciotti et que le Rassemblement national propose aussi. Et donc, il est temps d'être un peu plus lucide et enfin de demander à ces organisations de se prononcer de façon peut-être moins pudique lors des élections. Je voudrais qu'on parle... Si on a juste un mot sur le programme de 2022 de Madame Le Pen... il faisait un petit peu peur quand même aux chefs d'entreprise. C'est sûr. Vous pouviez pas... Non, les artisans étaient en soutien total. Un âne qui n'avait pas soif, vous ne le faites pas boire. Cette espèce de brouet, excusez-moi, cette espèce de brouet semi-étatique, semi-interventionniste, on parlait quand même de revenir à la retraite à 60 ans. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas très sérieux. Comment voulez-vous convaincre un chef une d'entreprise majorité des artisans commerçants, dans les sondages, une majorité des artisans commerçants aujourd'hui votent Rassemblement national et se rendent bien compte que le programme du Rassemblement national et de ses alliés est un programme. D'accord, mais celui de 2022, excusez-moi, ça faisait très peur à beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, je suis pas sûr. Bon. Mais en tout cas, quand on parle de baisse de la dépense, là où il faut faire preuve de courage, et ce point-là, je ne l'entends pas beaucoup, c'est que on ne réduira pas la dépense en France si on ne s'intéresse pas à la question des retraites. Sur les 1000 milliards de nouvelles dettes depuis 2017, 500 viennent du financement de notre modèle de retraite. Oui. Donc tous ceux qui vous disent qu'ils vont raboter des comités Théodule, etc. Alors oui, effectivement, il y a des comités Théodule qu'il faut... Mais tout ça, en réalité, c'est dérisoire par rapport à la réforme de fond, à la réforme structurelle qu'il faut faire du financement de nos retraites. La réforme Borne sur les retraites, qui a mis l'âge de départ à 64 ans, bon, qui n'a pas touché au nombre d'annuités, mais qui a mis l'âge de départ à 64 ans, en complément de la réforme Touraine, qui a après justement touché aux annuités, en les augmentant petit à petit, elle est déjà déficitaire. Bien sûr. Elle est déjà déficitaire. C'est pour ça et que on nous dit aujourd'hui, on va revenir à la retraite à 60 ans. Enfin, moi, les bras m'en tombent de cette irresponsabilité, de cette démagogie permanente. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire on va faire des économies, mais on va pas désindexer les pensions de retraite, etc. pour des raisons électoralistes. Il y a des décisions à prendre et les décisions seront forcément impopulaires, avec évidemment l'introduction de la capitalisation. Nous, on est favorable à la capitalisation. C'est notre cheval de bataille. Ça, c'est un gros mot. Ça devient mais ça devient absolument indispensable. Et on est les seuls à l'Assemblée. La France est le pays où on travaille le moins dans le monde. D'abord parce qu'on commence à travailler plus tard qu'ailleurs, parce qu'on s'arrête plus tôt, parce qu'on travaille moins longtemps, parce qu'on travaille moins pendant la semaine. Et donc, il faut qu'on libère un certain nombre de choses. Les gens qui sont au SMIC aujourd'hui, ils ne demandent pas mieux que de travailler plus. Et donc, aujourd'hui, quand vous augmentez de 100 € net quelqu'un qui est au SMIC, si c'est un célibataire sans enfant, ça coûte 400 € à l'entreprise. Si c'est une femme avec 2 enfants, ça coûte 700 à l'entreprise. Parce qu'en fait, quand vous augmentez quelqu'un, il va perdre de la prime pour l'emploi, il va perdre des avantages, etc. Donc on est dans un système tellement compliqué qu'en fait, on va vers une smicardisation de tout le monde, puisque c'est impossible de sortir du SMIC. Donc il faut rapprocher le salaire net du salaire brut, c'est important. Il faut se priver d'aucune source d'énergie. On parlait tout à l'heure du gaz de schiste, mais on a aussi beaucoup de gaz de charbon qui ne posent pas les problèmes écologiques du gaz de schiste. Il y a 30 ans de réserve de gaz en France. Et on continue à importer du gaz de Russie. Et pour l'agriculture, vous savez que les engrais sont faits à partir de gaz naturel. Et donc aujourd'hui, on importe du gaz naturel de Russie, malgré tout ce qu'on a. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'importer de gaz, mais on peut importer du gaz transformé en engrais. Enfin voilà, on marche sur la tête. Et les gens qui pensent que c'est en ponctionnant plus qu'on rééquilibrera le budget se trompent, parce qu'en fait, l'impôt tue l'impôt. Donc il faut réduire les impôts pour relancer l'économie. Et relancer l'économie fera que les recettes fiscales arriveront naturellement, mais il faut qu'elles soient raisonnables. Et hier, on évoquait avec Christine Bouillot le fait... On parle assez peu de la hausse des nombres de demandeurs d'emploi. Et voilà. Il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi en France, c'est l'équivalent d'Emmanuel Macron. Les demandeurs d'emploi en France, c'est l'équivalent de la population active de l'Autriche.
Ouais. Le PIB de l'Autriche, c'est 400 milliards. Imaginez qu'on augmente notre PIB de 400 milliards en remontant au boulot la population qui aujourd'hui ne travaille pas. On ne se poserait pas les questions de financement des retraites. On ne se poserait pas toutes ces questions. On peut se poser la question de savoir pourquoi la population ne travaille pas aussi. Il faut produire des richesses avant de les distribuer. Il y a des boîtes qui licencient, il y a des boîtes qui n'embauchent pas, mais il y a aussi des boîtes qui cherchent parce que les salariés. Le travail n'est pas rémunérateur. Juste un chiffre pour finir sur cette discussion. Pendant les 30 Glorieuses, le niveau de vie des salariés progressait de 5% par an. Des années 80 aux années 2008, on est passé de 5% à 2%. Depuis 2009, on est à 0,8% par an. Donc, si on prend un peu de recul, là où dans les 30 Glorieuses, il fallait seulement 15 ans pour doubler son niveau de vie quand on était travailleur, aujourd'hui, il en faut 85. Donc, quand vous avez des statistiques comme ça, quand vous voyez le montant d'aide sociale hallucinant que certains perçoivent sans jamais avoir cotisé le moindre centime et sans jamais avoir travaillé, vous vous dites que la désincitation au travail en France, elle est abyssale. Le pire, c'est que l'on sait à peu près ce qu'il faut faire. Moi, je vois les projets, les programmes, plutôt évidemment du côté droit. On sait à peu près depuis 30 ans ce qu'il faut faire. Les États-Unis ont fait leur révolution libérale avec Reagan dans les années 80 et avec Thatcher au Royaume-Uni. L'Allemagne l'a fait dans les années 2000 avec un social-démocrate. Schröder n'était pas un chrétien démocrate, c'est un social-démocrate, donc l'équivalent du PS ici à peu près. Bon, du PS hanté, pas celui d'aujourd'hui. Mais ils ont fait leur révolution. Nous, on ne l'a pas faite. On dit toujours qu'on va la faire, on ne la fait pas. Oui, je voudrais simplement rebondir sur quelque chose qu'a dit Yves Dabecourt sur l'énergie. Très important, l'énergie. Pourquoi ? Parce que la question qui se pose, et il faut partir de là, c'est quelle devrait être la France de 2050 ? Parce que si on gère à court terme, on ne trouvera aucune solution. Et la meilleure façon de trouver une solution, c'est de dérouler un plan en ayant un objectif. Dans cette guerre pour l'intelligence artificielle et pour cette révolution technologique au sens large qui est en train de se mettre en place et qu'on est manifestement en train de perdre, vous avez deux possibilités. Soit on essaye de courir après, avec probablement peu de chances de succès. Soit on essaye de réfléchir différemment et de se dire quels peuvent être nos avantages compétitifs. Et donc le luxe est l'un de nos avantages compétitifs majeurs et il faut évidemment le préserver. L'aéronautique est un avantage compétitif majeur, mais vous avez aussi, et peut-être surtout, l'énergie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous lançons la construction de 14 réacteurs de type EPR comme c'est prévu. 6 et 8 sont en option. Mais en accélérant. Le président de la République a annoncé ça il y a 3 ans. Il n'y en a aucun qui est encore sorti de terre. Si on lance ça maintenant, et si on réussit à avoir une énergie à bas coût à horizon 20 ans, alors on ne sera peut-être pas en mesure de créer des pépites de l'intelligence artificielle. Mais on donnera envie aux pépites de l'intelligence artificielle du monde entier de venir s'installer chez nous parce que nous aurons une électricité qui sera moins chère que les autres. L'électricité, l'énergie devient l'or noir du 21e siècle et du 22e siècle à venir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut éviter d'être moutonnier, éviter d'être pris par la panique en disant on a perdu la guerre, on est dans une situation dramatique. Non, essayons d'avoir une vision stratégique. Disons-nous quels seront nos avantages compétitifs à horizon 2050. Si nous lançons aujourd'hui un programme massif de construction nucléaire, mais avec des lois d'exception pour dénormatiser comme on l'a fait pour Notre-Dame de Paris ou comme on l'a fait pour les JO, parce que ça ne peut pas prendre 50 ans cette histoire. En allant vite, si on est capable dans 15 ans d'avoir des 14 ou 15 ou 16, il faudra calculer combien, EPR2, je peux vous dire, les entreprises, même OpenAI, même d'autres, viendront en France parce qu'elles auront un vrai avantage compétitif, parce que l'intelligence artificielle et la tech est extrêmement énergivore. Je voudrais juste pour illustrer le propos de Rafik. Aujourd'hui, le Bitcoin, les mineurs du Bitcoin, la consommation d'énergie, c'est l'équivalent de la consommation de la Pologne. Et ils ont un gros problème aujourd'hui, c'est que comme ils produisent au Kazakhstan et aux États-Unis, leur énergie n'est pas décarbonée. Or, chez nous, l'énergie, elle est décarbonée à 95%, grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique. Et donc, on peut accueillir des gens des techs parce qu'ils pourront avoir le label aussi, énergie décarbonée. Et il faut relancer, comme ça vient d'être fait, le programme Astrid. Qui s'appelait Super Phoenix, qui a été condamné par Jospin sur l'autel de l'Alliance de la gauche plurielle. Dominique Voynet, merci. Ensuite, c'est devenu Astrid, ça a été arrêté par Emmanuel Macron, et aujourd'hui, c'est relancé. Entre-temps, on a perdu énormément de temps. L'objectif de ça, c'est d'utiliser nos déchets nucléaires actuels pour produire de l'énergie. On a 5000 ans de réserve. Petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Quelques mots sur le patron du groupe EBRA qui démissionne après avoir liké, comme on dit, aimé des publications, l'AFP dit d'extrême droite, donc ça concerne Sarah Knafo en l'occurrence, et l'émission de Pascal Praud. C'est le Crédit Mutuel qui est l'actionnaire donc de ce groupe EBRA. Alors ça pose plusieurs questions. D'abord celle d'un patron de presse qui like, est-ce qu'un patron de presse doit donner son opinion ou liker des tweets qui sont orientés? Et la deuxième question, c'est si on accepte qu'il puisse les liker, c'est est-ce que la même chose serait arrivée s'il avait liké un tweet de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est Mediapart qui a sorti on a eu un exemple récent. On a eu un exemple récent, c'est Mathieu Pigasse qui a fait la une de Libération il y a quelques jours avec un propos très choc expliquant pourquoi autant qu'il serait investisseur dans les médias, il combattrait les idées d'extrême droite. Et ça a fait la une, ça a été salué par tout le monde. On l'érige en héros, donc ça ne pose aucun problème quand il s'agit de taper sur la droite. Mais dès qu'il y a un pauvre like sur un réseau social qui pourrait contredire cette doxa, vous êtes condamné à l'échafaud. Est-ce que dans l'affaire EBRA, c'est pas un prétexte qui a été pris pour changer de direction? Moi, je sais pas, je me pose la question, je connais pas très bien le sujet, parce que n'apparaît que cette affaire en disant il a tweeté, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Non, il n'a pas tweeté, il a liké. Ou il a liké, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ça? Est-ce qu'on n'a pas voulu se débarrasser de lui parce que ça marchait pas? Ou voilà, je sais pas, il faut peut-être le replacer dans son contexte. En tout cas, l'argument qui a été donné, c'est qu'il est liké. L'argument est mauvais. Mais est-ce qu'un patron de presse ne doit pas se tenir à un devoir de réserve? Oui, en théorie, il devrait être objectif, mais vu que l'immense majorité des médias aujourd'hui, y compris des médias publics, ne le sont pas et roulent toujours pour la même crèmerie, en fait, un peu de pluralité ne serait pas mal. Cette histoire de like, qu'on vous vire pour des likes devant les prud'hommes, ça tient pas beaucoup. À titre personnel, quand je retweet ou que je like, c'est pas forcément parce que je suis de cet avis, mais parce que je trouve que l'expression est intéressante. Oui. Donc si un patron de presse ne peut pas dire tiens, ça c'est intéressant et ça le sujet mérite qu'on s'y intéresse, c'est quand même très très grave, quoi. Mais c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière. Je ne pense pas. Vous avez la Société des journalistes qui a émis un communiqué en exprimant un choc violent après ces likes. Vous en pensez quoi de cette affaire? Parce que on en parle beaucoup ce matin. Ouais, je crois que c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que si... je suis convaincu que si cet homme avait liké, ou quelqu'un d'autre, ou Olivier Faure, ça n'aurait pas été un scandale. Donc il y a évidemment un biais idéologique dans cette décision, et c'est ça qui est énervant. Moi, fondamentalement, je ne suis pas contre le fait que des médias puissent être des médias d'opinion. Je trouve même ça plutôt sain, de gauche ou de droite d'ailleurs. Je trouve plutôt sain de savoir que Libération parle à partir en étant de gauche, que l'Humanité parle en étant très à gauche, que Valeurs Actuelles parle en étant à droite, que CNews parle en étant à droite. Je trouve ça intéressant et en réalité beaucoup plus honnête pour l'auditeur, pour le spectateur, pour le lecteur. Mais vous avez parfaitement de le dire, à part quand c'est payé par nos impôts, ou d'ailleurs on ne sait pas exactement, c'est pas officiel, parce que il y a une soi-disant neutralité, mais qui, à bien des égards, reste à prouver. Moi, à titre personnel, si j'avais été patron de presse, je ne l'aurais pas fait. Évidemment, j'aurais pris ce principe de précaution. Mais on ne peut pas empêcher aux gens d'être libres et de liker. Non pas de retweeter ou de prendre position, mais de liker. Enfin, il faut arrêter. Ça me fait penser au patron de Roland Berger, donc une entreprise de conseil en France, qui avait, peu de temps avant la campagne présidentielle de 2022, on avait appris de façon détournée, c'était sorti dans la presse, qu'il avait dîné avec d'autres chefs d'entreprise en présence d'Éric Zemmour. Donc dîner confidentiel, privé, qui n'engageait en rien Roland Berger. Il avait été viré. Mais vous avez ce que disait Tugdual-Denis tout à l'heure, bon, certes le patron de Valeurs Actuelles, mais qui expliquait que Le Monde se faisait une spécialité des enterrements, d'aller voir qui était aux enterrements, et que un homme de gauche allant à un enterrement de quelqu'un de droite était immédiatement dénoncé dans certains journaux. Jean-Luc Mélenchon était à la remise de décoration de Patrick Buisson. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, personne n'en a parlé. Et le fameux dîner entre Marine Le Pen et Édouard Philippe. Oui, ça fait qui a fait scandale. Ça fait une tempête dans un verre d'eau. De police, quand même police de la pensée qui est assez détestable. On débat de la liberté d'expression et là on va débattre de la liberté de liker. C'est énorme.
On n'a pas trop le temps de parler de la submersion migratoire. Enfin, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Sinon, on peut aussi parler du président de la République qui était au Louvre hier. Quel cinéma. Sur la submersion migratoire, peut-être juste un chiffre. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui demande aux Français ce qu'ils pensent des propos du Premier ministre. Ça n'étonnera personne. 65% des Français estiment qu'il y a bien une submersion migratoire. Ils sont même près de 50% à réclamer une immigration zéro, c'est-à-dire même pas de voie d'immigration légale possible. Donc en fait, moi, ce qui me frappe, et j'étais hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, ça me frappe de voir l'état de déconnexion entre nos parlementaires et les Français. On a l'impression que ces députés qui siègent dans les groupes parlementaires de gauche, du centre et même des Républicains ne vivent pas dans le même pays que le nôtre. Et ça, c'est... Écoutez, il suffit de prendre les chiffres. Moi, je me souviens que dans les années 90, Giscard avait fait scandale. Pourtant, il était centriste, avait scandale parce qu'il parlait d'invasion migratoire. Vous vous souvenez de cette histoire d'invasion migratoire? Ça avait fait un scandale terrible. Et à l'époque, on donnait à peu près 150 000 titres de séjour par an. Beaucoup moins. En 95, on était à 75 000. Aujourd'hui, on est à plus de 500 000. Oui, mais il y en avait un peu plus dans les années 80. Après, ça a baissé, puis c'est remonté. Aujourd'hui, on est à près de 400 000 titres de séjour par an. Vous aviez envie d'en parler, donc on va en parler. Rafik Sbati, est-ce qu'il a fait une erreur en parlant de submersion? Il est assez malin, François Bayrou, pour savoir ce qu'il disait et que ce mot allait forcément faire réagir. Vous savez, moi, je suis pour le fait de dépassionner le débat autour de l'immigration. Dépassionner, pourquoi? Parce que on doit pouvoir dire, sans que ça soit qualifié de quoi que ce soit, on doit pouvoir dire que le minimum pour un État, c'est de pouvoir maîtriser ses frontières. Ça ne devrait pas être un sujet de polémique que de dire ça. C'est pas un jugement de morale par rapport à telle ou telle personne qui souffre, etc. Non, un pays doit pouvoir maîtriser ses frontières. Est-ce que la France aujourd'hui a la maîtrise de ses frontières? La réponse est non. Donc, l'étape numéro 1 du raisonnement, mais qui devrait réunir tout le monde, c'est ayons la maîtrise de nos frontières. Ensuite se pose la question de savoir quelle est la relation que nous avons avec l'immigration. Comment on va faire pour arrêter si je puis dire, d'importer des bacs -5, d'exporter des bacs +5 pour importer des bacs -5, avec une vraie logique d'immigration choisie, parce que l'immigration, de tout temps, a été utile à une société. Mais elle ne peut être utile que si elle n'est pas subie, si elle est choisie, et si l'État en question a une maîtrise de ses frontières. Moi, je suis convaincu qu'on peut avoir ce débat de manière posée, adogmatique. Oui, mais aujourd'hui, tu as des gens sur le problème numéro 1 que tu as soulevé, c'est-à-dire la maîtrise des frontières, qui considèrent qu'on maîtrise nos frontières. Ah, mais c'est tout le problème. On n'est même pas à la deuxième étape de savoir combien il faut l'immigration choisie, l'immigration utile. Mais je crois que sur le discours que je viens de te tenir, on a une majorité à l'Assemblée nationale. On est sur la contestation du fait qu'on ne maîtrise plus nos frontières. Oui, mais par une minorité. Sur le discours que je viens agissante. Non, mais sur le discours que je viens d'avoir, monsieur le député, vous me le confirmerez, on a une majorité à l'Assemblée nationale. On doit maîtriser nos frontières. Ce qui est grave sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, je pense qu'on a une majorité auprès du peuple, et donc il serait urgent d'organiser un vrai référendum pour qu'on arrête les débats stériles et que les gens sur un sujet comme celui-là. Bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.